Bonjour. 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 Et bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. L'idée, c'est de regarder ensemble comment gérer la flambée des prix en droit des contrats à la faveur d'une décision du Conseil d'État, ou plus précisément d'un avis non contentieux. D'un avis du Conseil d'État qui vient de paraître le 15 septembre dernier, par lequel le Conseil d'État vient de préciser que si les prix d'un contrat ne peut en principe être modifié, quelques exceptions sont néanmoins admises. Faisant preuve d'une souplesse tout à fait salutaire pour les acheteurs et leurs co-contractants, la Haute Assemblée a précisé notamment que les dispositions du Code de la commande publique, les articles R2194.5, R2194.8 pour les marchés publics, R3135.5 et R3135.8 pour les contrats de concession, n'interdisent pas une modification sèche des prix dans certaines conditions. Première hypothèse, lorsque les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux. Oui, bien sûr. Ou lorsqu'elles sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues. Ou encore, quand elles ne sont pas substantielles. Ou alors, lorsqu'elles sont de faible montant. Bon, si ces 4 cas étaient bien connus, bien prévus par le Code de la commande publique, et connus de tous, la nouveauté consiste plus sur le fait de lever l'ambiguïté quant à la possibilité pour un acheteur public de modifier uniquement les clauses financières du contrat. On parle donc d'une modification sèche du prix. L'avis du Conseil d'État précise par ailleurs que cela va de même pour la durée du contrat. Ainsi, une modification de la seule durée du contrat est possible lorsque cela est nécessaire. Néanmoins, l'avis de la Haute Assemblée prend le soin de relever la difficulté d'évaluer une durée en proportion du montant initial afin de respecter les plafonds imposés par le Code de la commande publique. On va en reparler plus tard, mais vous voyez par exemple sur la clause de circonstances imprévues, il y a un plafond de 50% du montant initial du marché qui est prévu. Ce qui va être difficile de définir donc la prolongation de la durée par rapport à ces plafonds qui est indiqué par rapport au montant initial du contrat. Naturellement, le Conseil d'État précise que seul le co-contractant qui continue à exécuter le contrat a le droit à une indemnisation en raison du déficit subi du fait qu'il continue à remplir ses obligations contractuelles. On a beaucoup parlé de cette interruption par la société Vermarine de ses obligations. Les choses se sont remises en ordre depuis pour l'essentiel. Mais évidemment, la solution radicale consistant à interrompre le service fait perdre ce droit à indemnisation dans ce cadre-là. Ainsi, le Conseil d'État considère qu'il est compatible d'accorder à la fois une indemnisation et aussi de modifier les clauses du contrat pour l'avenir lorsque les conditions imposées par les textes sont remplies. On va d'abord examiner le premier cas, les modifications qui sont devenues nécessaires par des circonstances imprévisibles. Par donc cet avis du 15 septembre dernier, le Conseil d'État permet la modification des seules clauses financières ou de la durée du contrat, comme on vient de vous le dire, lorsque ces modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévisibles. Ça, on le savait tous. Ces modifications doivent effectivement être limitées à ce qu'il est strictement nécessaire et proportionné aux fins de répondre aux circonstances imprévisibles et à leurs conséquences directes. En tout état de cause, les modifications apportées au contrat sur ce fondement ne peuvent en aucun cas excéder le plafond de 50% du montant du contrat initial pour chaque modification, ni modifier la nature globale du contrat. La Direction des affaires juridiques, dans sa fiche explicative faisant suite à l'avis du Conseil d'État, indique que ces modifications ne doivent pas dépasser les préjudices réels et directement subis par les co-contractants des acheteurs publics. Ces dispositions ne peuvent pas avoir pour effet d'assurer aux co-contractants la couverture des risques dont il est tenu compte et aurait dû tenir compte dans les prévisions initiales et qu'il doit supporter. On est donc sur des choses assez logiques. Il ne doit pas en résulter un enrichissement sans cause ou une indemnisation indue. Donc il est possible de n'indemniser que les charges dont le titulaire du contrat ne pouvait tenir compte au moment du dépôt de son offre. Ainsi, par exemple, dans le cas d'une concession, il est hors de question d'indemniser le co-contractant sur un déficit dû en raison de ses projections trop optimistes initialement ou en aval de sa mauvaise gestion. Alors, on sait très bien que ces choses sont toujours difficiles à apprécier et à reconstituer. Ce sont des débats infinis qui nous attendent tous. Mais c'est quand même une règle juridique constante qui est ici rappelée. Tout autre comportement serait une libéralité qui est une illégalité, voire même source d'une infraction pénale. Alors, cette modification sèche peut prendre différentes formes. On peut tout d'abord modifier les clauses financières du contrat, modifier les prix du contrat. On peut aussi modifier les clauses de réexamen, et notamment la clause de révision, celle qui était prévue initialement dans le contrat.
Puis après, si une telle clause n'était pas prévue dès le début, on peut maintenant ajouter une telle clause. Le Conseil d'État, ceci dit bien que ce sont des facultés, et encore, hein, on va le voir, c'est très encadré. Il n'y a pas un droit au titulaire à la modification de son contrat, hein, dans le cadre dans lequel nous sommes. Pour l'imprévision, on peut en parler, ça sera à part. Mais là, on n'est pas dans un cadre où on peut modifier le contrat. Récemment, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, un directeur juridique d'une grande structure a bien dit, attendez, il faut être 2 pour signer un avenant, je n'ai pas l'obligation, moi, de vous concéder tout ceci. Ceci dit, la pression des entreprises et leur situation sont telles qu'il y a effectivement une pression à la signature de ces avenants qui est considérable dans la plupart des cas. Ainsi que la fiche de la DAJ le précise, la modification du contrat couvre également les situations de force majeure qui peuvent justifier de modifier le contrat afin de pouvoir poursuivre son exécution pour le reste de sa durée sans forcément changer effectivement la nature globale de celui-ci. Il est beaucoup question du non-changement de la nature du contrat dans l'avis du Conseil d'État et évidemment dans la fiche de la DAJ. Par contre, on est bien d'accord que si on est en force majeure ou en imprévision, là, le co-contractant peut dire qu'il a un droit subjectif à ce qu'on signe un avenant avec lui sur ce point, ou une indemnisation éventuellement. Voilà, il peut ne pas exécuter le contrat à cause de la force majeure qui est présentée. Selon la DAJ, s'il n'est pas possible de rééquilibrer le contrat, le titulaire a droit à une résiliation du contrat pour force majeure, résiliation qui peut être prononcée unilatéralement, bien sûr, par l'acheteur public, ça vous le savez, on l'a déjà dit à maintes reprises, même sur ce blog, ou alors par voie contractuelle, tout simplement. Enfin, à ne pas oublier, un avis de modification au journal officiel de l'Union européenne doit être publié à la suite d'une modification pour circonstances imprévisibles, lorsque le marché a été passé selon une procédure formalisée ou lorsque la valeur de la concession est supérieure au seuil européen. Maintenant, on va évoquer les modifications de faible montant. Alors, on va voir que le Conseil d'État précise dans son avis que les parties sont libres de procéder d'un commun accord à la compensation de toute perte subie par le titulaire du contrat, même si cette perte ne suffit pas à caractériser une dégradation significative de l'équilibre économique du contrat initial. Et c'est important effectivement d'avoir cette précision. Une telle modification ne nécessite aucune démonstration d'imprévisibilité ou un bouleversement de l'économie du contrat. Mais il faudrait effectivement qu'elle puisse respecter les plafonds fixés par le Code de la commande publique, à savoir le montant de la modification doit être inférieur au seuil européen et à 10% du montant du contrat initial pour les marchés de services et de fournitures ou les contrats de concession. Et pour les montants de modification des contrat de travaux, ça doit être un montant inférieur au seuil européen et à 15% du montant initial pour le marché de travaux. Alors attention, hein, la condition de non-dépassement des seuils européens qui vient d'être évoquée s'apprécie au regard de la seule augmentation prise isolément et non pas du montant total du contrat une fois cette augmentation effectuée. Néanmoins, le Conseil d'État met en garde les acheteurs publics sur la nécessité d'éviter que malgré leur faible montant, ces modifications aient pour effet de compenser la part des charges que aurait dû normalement être laissée à la charge du titulaire, même en cas d'aggravation, car elles relèvent tout simplement des aléas d'exécution du contrat dans une exécution normale de celui-ci. Naturellement, si par la suite des conditions imprévisibles impactent de nouveau l'économie du contrat, celui-ci pourra être modifié sur la base des dispositions relatives aux circonstances imprévisibles. Ainsi, le Conseil d'État considère que les deux motifs de modification, de faible montant et pour des circonstances imprévisibles, sont distincts et cumulables. Maintenant, on va voir les modifications non substantielles. Vous connaissez cette clause, elle existe déjà dans l'article R 2194-7 pour le marché public et R 3135-7 du Code de la commande publique. On connaissait cette clause. Mais qu'est-ce que le Conseil d'État vient de nous préciser? Conformément donc à son avis, les modifications non substantielles mises en œuvre sur le fondement des dispositions que je viens de citer ne comportent pas des limites au montant, mais ne sauraient permettre aux parties de modifier l'objet du contrat ou de faire évoluer en faveur de l'entrepreneur d'une manière qui n'était pas prévue par le contrat initial, son équilibre économique tel qu'il résulte de ces éléments essentiels comme la durée, le volume des investissements, le prix ou le tarif. Néanmoins, même les modifications non substantielles sont concernées par le plafond de 50% du montant du contrat initial lorsque ces modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévisibles.
Le Conseil d'État nous dit que si l'indemnisation du titulaire ayant pour fondement la théorie de l'imprévision n'est pas suffisante, elle peut tout à fait se combiner avec une modification, pour l'avenir on s'imagine bien sûr, de clauses contractuelles. Au point 22 de son avis, le Conseil d'État considère que les parties peuvent conclure sur le fondement de la théorie d'imprévision une convention d'indemnisation dont le seul objet est de compenser les charges extra-contractuelles subies par les titulaires en lui attribuant une indemnité. Celle-ci ne peut être que temporaire. La convention doit précisément fixer la période qui est envisagée. Et évidemment, le Conseil d'État nous précise que cette convention d'indemnisation ne peut pas être regardée comme conduisant à une modification du contrat au sens des dispositions du Code de la commande publique. On est sur un régime à part. Le Conseil d'État admet aussi que le juge administratif peut octroyer une indemnité d'imprévision pour compenser les charges extra-contractuelles causées par des circonstances imprévisibles. En revanche, le juge ne peut en aucun cas modifier lui-même les stipulations du contrat et les obligations réciproques des parties. L'octroi par les autorités administratives d'une indemnité d'imprévision n'entre dans le champ d'application des dispositions du Code de la commande publique pour le plafond de 50% du montant du contrat initial prévu par cette disposition. C'est-à-dire que ce plafond ne s'applique pas au calcul de l'indemnité de l'imprévision lorsqu'elle est accordée par le juge. Ainsi, l'indemnité accordée au titulaire du contrat par l'autorité administrative ou dans certains cas par le juge, peut se combiner avec une modification de clause contractuelle lorsque la totalité du préjudice subi par le titulaire n'a pas été résorbée par l'allocation de cette indemnisation. Plusieurs outils peuvent être donc concurremment utilisés du moment qu'au total, on ne dépasse pas le plafond de ce qui est dû, bien évidemment. On va voir qu'est-ce qui se passe avec cette notion du bouleversement de l'économie du contrat selon qu'on se trouve dans un marché public ou dans un contrat de concession. On sait que les deux contrats sont forcément très différents puisque dans le contrat de concession, le titulaire prend beaucoup plus de risques que dans un contrat de marché public, bien évidemment. En cas de contrat de concession, pour apprécier si la situation de l'imprévision est de nature à ouvrir droit à une indemnité au bénéfice du titulaire, il y a lieu de prendre en considération la part des risques qu'il a accepté nécessairement de prendre à sa charge en concluant le contrat et que l'exécution normale du contrat laisse effectivement à sa charge. Et là, on a plusieurs clés dans le contrat pour identifier le montant effectivement et les risques qu'il a accepté de prendre. Le concessionnaire peut être réputé avoir accepté un dépassement du prix limite de revient plus élevé que le titulaire d'un marché public, sous réserve évidemment des clauses du contrat. Alors donc évidemment, il faut faire une lecture attentive des clauses du contrat, comme toujours, mais aussi évidemment des comptes d'exploitation prévisionnels initiaux qui ont été fournis par le titulaire dans son offre initiale pour évidemment pouvoir faire un point juridique le plus rigoureux possible sur cet aspect des choses. L'appréciation du bouleversement de l'économie du contrat en fonction du format du prix. Vous savez, nous avons des prix, nous avons de marchés qui sont conclus à prix global et forfaitaire ou alors à prix unitaire. Donc, la théorie de l'imprévision s'applique évidemment sur tous ces marchés-là, qui soient conclus à prix global et forfaitaire ou à prix unitaire. Naturellement, l'indemnisation du co-contractant est soumise à l'exigence du bouleversement de l'économie du contrat, du marché, qu'il soit conclu à prix global et forfaitaire ou qu'il soit conclu à prix unitaire. Dans le cadre de l'indemnisation en raison des circonstances imprévisibles, il peut être tenu compte de l'importance du marché à forfait pour estimer que des dépenses supplémentaires ne sont pas de nature à bouleverser l'économie du contrat, notamment parce que ces dépenses sont d'un faible montant. En tout état de cause, le caractère forfaitaire de ces clauses financières pour une concession ne peut faire obstacle à l'allocation d'une indemnité pour des nouvelles charges extra-contractuelles, non prévues initialement, que le co-contractant de l'administration subit, bien sûr. Et enfin, on va voir un dernier point sur l'imprévision et les décomptes généraux et définitifs. Nous verrons que le Conseil d'État nous donne des informations très significatives sur ce point. L'indemnité d'une prévision, nous dit le Conseil d'État, ne peut pas être regardée comme une conséquence financière de l'exécution du marché dès lors qu'elle est allouée par décision unilatérale de l'administration et qu'elle est non négociée donc dans le cadre d'un protocole transactionnel ou d'une autre convention, ou alors elle est octroyée par le juge administratif. Dans ce cas-là aussi, elle ne peut pas être regardée comme une conséquence financière de l'exécution du contrat.
Et ça a une conséquence, c'est qu'elle n'a pas à être inscrite dans les 2 comptes général et définitif. Il me paraît évident que sur ce point, sur le terrain, quand les gens vont commencer à remplir leur DGD, il y aura plein de problèmes sur le terrain, c'est évident. C'est certain. Par ailleurs, la fin du contrat, notamment sa fin anticipée par résiliation, ne fait pas obstacle à l'octroi d'une indemnité d'imprévision. En effet, il est possible que le bouleversement de l'économie du contrat par des circonstances imprévisibles ne puisse être établi qu'après complète exécution du marché et que l'indemnité éventuellement due aux entrepreneurs ne puisse être utilement réclamée par eux qu'après notification du décompte général et définitif. La conséquence de ceci est que le montant d'une éventuelle indemnité pour imprévision peut être accordé même après la notification du DGD et sort ainsi du champ d'application du principe de l'unicité du décompte. Voilà, bon, tout ceci est assez indigeste et surtout un peu stressant parce que ce mode d'emploi n'est quand même pas très commode à mettre en œuvre, mais la situation est mal commode. Face à tout ceci, regardez donc nos articles, mais surtout, dans quelques jours, nous allons faire une table ronde avec différents spécialistes qui viendront chacun avec leur réflexion et leur expertise propre sur ce même sujet. Ça va durer à peu près 2 heures. Donc à très bientôt pour décortiquer plus avant tout ceci. Sur un mode plus court, on va faire, comme on vous l'a dit, des articles, mais aussi, Evangelia, tu vas bientôt faire, je crois, un enregistrement pour différents partenaires, dont Idéal Connaissance. Coucou, on vous salue. Donc, à bientôt, bon courage, tout ceci est chargé, mais on essaie d'alimenter ce qu'on peut en expertise croisée dans ce domaine. Donc à bientôt, merci. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt. Et à bientôt pour d'autres vidéos et cabinets d'associés. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.